Alors, après le grand brio de l'esprit scientifique en Europe au cours des Lumières, les découvertes qui ont été faites, les inventions d'instruments qui ont été réalisées, il y a eu une transition vers le XXe siècle après la théorie au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, la théorie de l'évolution des espèces de Charles Darwin qui a proposé la loi de l'adaptation au milieu naturel qui fait que les espèces se sont réparties dans une forme d'évolution pendant la longue durée de la vie, donc des millions d'années. Et maintenant, au XXe siècle, donc les années 1900, il y a eu un grand bond de l'esprit scientifique avec un foisonnement de théories. Mais ce qui est particulier au XXe siècle était que les esprits, disons que le travail des curieux qui voudraient percer le secret de la nature, le génie ne se mettait plus seul, isolé dans son laboratoire pour faire ses recherches, pour aboutir à des découvertes, à la formulation de certaines lois et théories, mais plutôt on créait des équipes de recherche où on mettait ensemble des compétences qui venaient de plusieurs disciplines, les mathématiciens, les physiciens, les mécaniciens, les électroniciens. On mettait ensemble toutes ces compétences-là dans des équipes assez structurées pour conduire de grands projets de recherche, et ça se fait sur le plan national et aussi sur le plan international. Et donc cela a fait qu'il y a eu de grands progrès qui ont été réalisés au cours du XXe siècle. Et bien sûr qu'il y a eu des individualités qui se sont, révélées. On parlera sans doute de Albert Einstein qui nous a proposé la théorie de la relativité générale et à côté aussi la théorie de la relativité restreinte. Et bien sûr que Einstein s'était basé sur des travaux déjà réalisés de certains chercheurs, spécialement des mathématiciens qui ont travaillé dans un espace différent de l'espace habituel, familier, l'espace plan, sur lequel avait travaillé depuis l'Antiquité Euclide pour les questions de géométrie, les lignes, les formes, etc. Et puis les théorèmes d'Euclide ont été transformés, donc transformés et dépassés par les nouveaux mathématiciens. Et parmi eux, on peut citer Riemann et Lobachevsky, par exemple, qui ont travaillé plutôt dans l'espace convexe, donc un espace courbe, où donc il y a plusieurs dimensions, et quand les calculs se font dans cet espace-là, et qu'on applique des expériences physiques appliquées à la matière dans cet espace-là, les résultats ne sont plus les mêmes, et c'est ce qui a conduit à la théorie de la relativité restreinte et aussi générale de Einstein. Et donc, au cours depuis d'ailleurs la fin du 19e siècle et début 20e siècle, on a déjà délaissé la théorie du fluide, parce que nous avons dit que c'est l'électricité qui a été le domaine où on a connu une avancée assez remarquable, en parlant du courant électrique comme un fluide imperceptible à l'œil nu, mais qui quand même produit des effets comme la charge électrique, et la chaleur et même des étincelles, donc la lumière, des éclats, etc. Et on a abandonné cette théorie des fluides pour adopter la théorie corpusculaire en disant que ce sont des particules de la matière qui circulent, donc qui se déplacent, et finalement c'est l'adoption de la théorie des atomes tels que l'ont déjà pensé dans l'Antiquité par
les penseurs comme Démocrite et Leucippe. Donc on est retourné comme ça à l'Antiquité avec les théories de Démocrite et Leucippe qui avaient dit que la matière première, l'élément primordial, c'est des atomes, donc des particules aussi petites qu'on ne peut pas les séparer. Mais avec la persistance au cours du XXe siècle, on est arrivé à pratiquer la fissuration, donc la séparation des atomes pour comprendre mieux le phénomène de l'électricité et d'autres questions de charge électrique. Et avec la fissuration des atomes à laquelle ont participé des recherches des professeurs Robert Oppenheimer et aussi des calculs et des suppositions d'Einstein et d'autres grands chercheurs, on est arrivé à fissurer les atomes. Et l'une des applications qui en est sortie, c'est la bombe atomique, qui nous a encore prouvé que c'est le feu. Donc cette matière élémentaire est constitutive de la plupart des formes de la matière, c'est du feu, c'est de l'énergie. Donc ça a été prouvé aussi avec la bombe qui a été lancée à Nagasaki, Hiroshima, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc avec ce grand bond de la science dans ce domaine-là, avec des travaux interdisciplinaires en équipe, il y a eu quand même à côté de cela certains esprits sur le continent africain qui se sont aussi intéressés au mouvement scientifique. Vous savez que les sciences de la matière, la physique, et la chimie, et les mathématiques appliquées à tout cela, la mécanique quantique, tout cela, quand ça progressait, il y avait aussi l'intérêt porté sur la matière vivante, et spécialement l'être humain, et les sciences humaines ont connu aussi un essor quand ils ont commencé par utiliser le langage de maths, le langage mathématique, donc en appliquant des chiffres à leur interprétation qualitative des phénomènes ou bien des faits dans la société. Donc les sciences comme l'histoire, la géographie, la sociologie, l'anthropologie, etc., la linguistique, ils ont commencé par utiliser des chiffres pour présenter leurs résultats. Et en Afrique, sur le continent, certains esprits qui sont dans ce mouvement-là ont fait un travail de réappropriation identitaire de l'essor de la science à ses débuts. Nous avons dit qu'à ses débuts, l'essor a eu lieu en Égypte antique, quand les Égyptiens ont réalisé un grand rayonnement culturel et bien civilisationnel avec les grands monuments, les pyramides, les grands statues et les grandes théories sur la conception de l'univers. Et la conception spéciale qu'ils ont pu faire, c'est le Noun, qu'ils ont vu comme l'océan primordial, qu'ils avaient conçu comme un fluide qui était le milieu initial, la matière première du début, donc un fluide qui imprégnait tout, qui mélangeait tout et qui a eu une nuit interne qui a engendré tout le reste. Et finalement, avec l'évolution de la science, on a vu que c'est ce fluide qui imprègne les matières, c'est l'électricité, donc finalement c'est le feu, donc le fluide c'était un fluide ardent, et aujourd'hui même les grandes théories, bien une des grandes théories d'explication de l'univers, de l'astronomie, quand on fait la science et l'astrophysique, on nous dit qu'au début il y avait un grand événement qu'on a nommé le Big Bang. Et le Big Bang n'était qu'une grande explosion incendiaire qui avait généré les astres, les grandes planètes, les étoiles, etc., les galaxies, etc. Donc le Big Bang ne fait que confirmer ce que les Égyptiens ont vu depuis l'Antiquité, 5000 ans déjà. Et donc les chercheurs en sciences humaines et matérielles, en sciences de la matière aussi, en Afrique, ont essayé de faire un lien avec leur culture actuelle et la culture égyptienne antique. Et l'un des personnages les plus importants de ce mouvement, c'est Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop est un Sénégalais et il a fait des recherches dans le domaine de l'histoire,
de l'archéologie, de la linguistique, etc. Il a catégorisé les faits, il les a mis en ordre et a pu les relier de façon méthodologique et d'une certaine logique implacable pour montrer que il y a toujours aujourd'hui une parenté et une antériorité de la culture africaine noire avec l'éclat de la civilisation égyptienne antique. Et à côté de lui, il y a aussi deux personnages, bien sûr. On peut citer Théophile Obenga, qui ont fait ce grand travail de réappropriation intellectuelle. Donc, ils se sont aussi engouffrés ou bien alignés sur cette façon de voir l'univers en s'intéressant uniquement à la matière dans ces différentes manifestations et bien sûr que la vie, la matière vivante, l'homme, et quand on étudie dans ces productions de valeurs culturelles, etc., on peut arriver à faire ces liens-là. Donc, la diversité culturelle, on peut toujours voir dedans certaines relations qui sont entre les faits présents, les faits passés. Donc, ils ont réapproprié cet esprit scientifique de l'Antiquité. Et on peut consulter l'ouvrage intéressant de Cheikh Anta Diop qui a pour titre, il me semble, Parenté et antériorité de la civilisation des peuples noirs. C'est ce que vous pouvez le trouver. Et ça montre beaucoup d'éléments qui soutiennent cette façon de voir les choses. Et encore, avant même que cette théorie ne soit mise en place, les Noirs ont prouvé leur capacité à penser scientifiquement et donc à aborder l'univers avec comment dire, une approche matérialiste scientifique. Et vous savez tous que pendant la Renaissance européenne et même pendant un temps des Lumières, donc depuis les années 1600, 1700, 1800, il y a eu une grande déportation parce que la Renaissance et les Lumières en Europe étaient venues aussi avec une certaine floraison du commerce. Donc le mercantilisme a fait que l'Europe a déporté une bonne partie des Africains pour les amener en Amérique, c'était l'esclavage. Donc là c'est un autre sujet, mais les descendants de ces esclaves en Amérique ont prouvé à suffisance qu'ils possèdent cet esprit scientifique là, et certains ont démontré de l'ingénierie, certains ont démontré d'autres formes de savoir scientifique. On peut citer une centaine, mais nous allons nous arrêter peut-être, nous allons nous contenter d'une demi-douzaine ici. On parle par exemple de Benjamin Banneker. Benjamin Banneker, au cours des années 1790, qui était un ingénieur et qui avait aussi fait des observations en astronomie. Il a pu fabriquer une pendule en se servant du bois uniquement, une pendule qui peut signaler l'heure exacte. Il était aussi géomètre et technicien, et il a été associé au tracé du plan urbain de la ville de Washington DC, donc la capitale américaine, Washington, District of Columbia, a bénéficié des compétences de Benjamin Banneker pour le tracé du plan urbain. C'était les années 1790-95 par là. Il y a aussi un autre personnage qui s'appelle Thomas Jennings. Thomas Jennings, lui, il était un entrepreneur qui s'intéressait à l'entretien des vêtements, etc. Et il a pu concevoir une machine de lavage à sec. La machine de lavage à sec a été conçue par Thomas Jennings, qui était un noir américain. Et il y a aussi Lewis Latimer. Lewis Latimer, c'était les années 1820-25 par là, et lui, il a amélioré la technique de la lampe électrique à incandescence, et il a amélioré le mécanisme en adoptant le filament à carbone qui a servi ensuite à Thomas Edison de produire une lampe électrique qui a beaucoup plus d'éclat et
beaucoup plus de durée de vie. Donc ça vient de Lewis Latimer. Il y a aussi Henry Blair. Henry Blair était un ingénieur qui avait conçu et inventé une machine appelée une semeuse semi-automatique, la semeuse semi-automatique. Donc, il a apporté un progrès dans le domaine de l'agronomie. Donc, et ça a permis de faciliter la pratique de l'agriculture. Donc, sa semeuse semi-automatique, donc il s'appelle Henry Blair, c'était les années 1830, 35, 36 par là. Et il y a aussi Richard Spikes, bon, Richard Spike, on dirait en français, mais les Américains diraient Richard Spikes, les années 1878-79 par là. Il a inventé la boîte à vitesse automatique. Ça provient de Richard Spikes, qui était noir américain aussi. Il a fait cet exploit au cours des années 1878, 79, 1820. Et une dame, donc c'est particulier, une dame qui a inventé un système de surveillance électronique dans les résidences, muni de caméras. Donc, dans le domaine de la sécurité, une dame américaine, noire américaine, a inventé une caméra incorporée à un système de surveillance dans les maisons, dans les résidences. Elle s'appelle Mary Van Britten Brown. Les Américains diraient Mary Van Britten Brown. Elle a inventé un système de sécurité muni de caméras dans les résidences. Et ça, elle l'a fait dans les années 1960, donc au cours du XXe siècle. Donc voilà une demi-douzaine d'esprits brillants et qui ont contribué à l'avancée des sciences et de la technologie en Amérique. Ils sont des Noirs américains, donc en provenance d'Afrique. Alors, et donc on peut dire, voilà une contribution. Donc une contribution dès le début, depuis l'Antiquité égyptienne, et des contributions qui se sont faites essentiellement au cours du temps de la Renaissance et au cours du temps des Lumières en Europe. Les Noirs, donc les Lumières occidentales ont aussi connu des apports des Noirs, spécialement en Amérique, les Noirs américains. Et à part cela, on peut citer aussi un grand mathématicien africain d'origine malienne qui s'appelle Cheikh Modibo Diarra. Cheikh Modibo Diarra a été repéré, ou bien a été, oui, bon, disons, repéré au cours des années 1985 par là, et il a été recruté à la NASA pour faire des recherches, proposer des solutions mathématiques pour l'envoi des satellites dans l'espace. Donc il a travaillé dans l'astronomie, et il s'appelle Cheikh Modibo Diarra, et après il a été ministre dans son pays à la suite. Et donc voilà comment les choses ont évolué, et nous allons préciser aussi que le mouvement de réappropriation de l'esprit scientifique par certains personnages africains dont Cheikh Anta Diop est le fer de lance ou bien l'initiateur principal qu'on a connu. Ça s'est fait au cours des années 1970-75 par là, et c'est spécialement au cours d'un séminaire ou bien d'un colloque organisé au Caire, le Caire en Égypte bien sûr, que Cheikh Anta Diop a lancé ce grand mouvement intellectuel centré sur la science, donc l'étude de la matière pour découvrir des lois ou bien des réalités passées. Et donc maintenant, nous allons parler de la dernière phase qui consiste à la découverte du boson. Donc un retour spécialement à la matière, donc les recherches théoriques avec des expérimentations. En 1960-64, il y a eu des recherches, des calculs qui sont dits comme des postulats ou bien des propositions de théories qui ont été faites par certains grands esprits mathématiciens. Ils ont fait des calculs pour montrer que
depuis les années 60, 64, 65, pour montrer que dans l'étude de la matière corpusculaire, donc les atomes et puis leurs sous-matières qui sont les électrons, les protons, les neutrons, etc. Et il y a quelque part une matière qu'on peut toujours soupçonner qui existe, qui soit plus petite. Et la communauté scientifique, comme je l'ai dit, le XXe siècle a connu la mise en équipe de plusieurs compétences. Donc ils ont créé un grand laboratoire quelque part en Suisse. Et dans ce laboratoire, ils ont construit une machine, un équipement. Cette machine, le grand collisionneur, installé en Suisse depuis 2008, et les expérimentations à cet endroit ont permis, en 2012, de découvrir le boson de Higgs. Et comment est-ce que cela s'explique? Voici le fonctionnement. Le grand collisionneur, donc c'est une machine qui permet de propulser les atomes et de les faire se rencontrer. Et donc ce choc entre les atomes donc fait désintégrer les particules, donc les électrons, les protons, les neutrons et leurs sous-produits. Donc avec ce grand choc qui est créé dans la machine, parce qu'on propulse les particules jusqu'à ce qu'ils se rencontrent en un grand choc, ça a pu permettre de découvrir que réellement les calculs mathématiques appliqués à la physique quantique, à la physique microscopique qu'ont fait ces personnages, et ces personnages ils sont au nombre de 5 ou 6, et celui qui est le plus familier à citer, c'est M. Peter Higgs. Et donc dans cette équipe-là où des gens ont travaillé séparément, mais quand on étudie leur proposition, ça ça revient à une même supposition, donc un postulat. Et donc M. Peter Higgs et ses autres collègues, leurs calculs ont pu être vérifiés, et donc on est arrivé à la découverte d'une matière beaucoup plus fine en dessous des électrons, des protons, et qu'on a appelé maintenant le boson de Higgs, qu'on a attribué au chercheur Higgs, donc le boson de Higgs. Et les scientifiques, pour nous l'expliquer de façon familière, nous disent qu'il faut l'envisager comme des flocons de neige et qui sert de support à des éléments solides qui sont les particules. Et donc, les particules qu'on connaît, qui se rassemblent en atomes, en molécules, etc., et ils se déplacent en fait dans le boson de Higgs, qui est une sous-matière. Et donc, on est arrivé maintenant à dire que l'élément primordial qui sert de support à tout autre élément, c'est le boson de Higgs. Et donc, depuis la curiosité initiale de la cosmogonie égyptienne, aujourd'hui on est arrivé à un résultat concret dans la physique quantique, et qui nous propose le boson de Higgs, donc le Nun, qui a été imaginé par l'Égypte antique comme le milieu initial, qui était un milieu aqueux, liquide, qui englobait tout, qui fusionnait tout, et qui, dans sa mue interne, a tout produit. Aujourd'hui, on aboutit au concept de boson de Higgs comme l'élément primordial. Donc voilà comment on peut faire un lien de cette longue marche depuis 5000 ans jusqu'à nos jours. Donc nous sommes actuellement au début du 21e siècle. Et voilà donc, nous sommes arrivés à la fin de notre grande marche, le cheminement de l'esprit scientifique du Nun au boson de Higgs. Et merci d'avoir été patient, d'être resté avec nous pour suivre tout ce cheminement. Merci beaucoup et à bientôt. Par ailleurs,
Si vous souhaiteriez avoir plus d'informations précises sur le sujet du boson de Higgs, je peux vous recommander deux grands chercheurs dans le domaine de l'astrophysique et de la physique quantique. Et il s'agit de l'américain Michio Kaku et le français Étienne Klein. Bon, il y en a encore tant et tant d'autres, mais ces deux-là sont des références assez familières dans le domaine. Et donc, vous pouvez les consulter avec des recherches sur Internet ou bien des livres qu'ils ont écrits. Donc, M. Michio Kaku, donc l'américano-japonais, et M. Étienne Klein, qui est le français. Merci beaucoup.